StudyGate Digital Learning Technologies. Adénopathie superficielle. C'est l'augmentation du volume d'un ganglion lymphatique dont la taille devient supérieure à 1 cm dans un territoire de drainage lymphatique superficiel. Donc, les adénopathies profondes sont hors programme. Deux exceptions à cette règle. Les ganglions inguinaux, on parle d'adénopathie à partir de 1,5 cm et les ganglions épitrocléens à partir de 0,5 cm. Alors, avant de commencer le cours, il faut se rappeler, c'est quoi les ganglions? Les ganglions, ce sont des organes lymphoïdes secondaires. Donc, هما اللي باش تصير فيهم la réaction immunitaire. وين باش نلقاو فيهم donc les lymphocytes naïfs. Donc, dès que فما germe, il sera drainé par la lymphe jusqu'au ganglion. غادي donc باش تصير la reconnaissance et les lymphocytes naïfs vont se transformer vers des lymphocytes matures. باش تصير donc la cascade immunitaire. Les territoires ganglionnaires. Donc pour les ganglions superficiels, pas mal la région cervicale. Donc elle est riche en ganglions superficiels. Sur le plan antérieur, donc femme a les ganglions sous-mentonniers, les ganglions sous-maxillaires, les ganglions prétragiens et la pré-auriculaire. Sur le plan moyen, donc femme a les ganglions jugulo-carotidiens et les ganglions susclaviculaires en bas. Et sur le plan postérieur, femme a les ganglions occipitaux. Il y a aussi la région axillaire, la région épitrocléenne, la région inguinale, puis en bas la région rétrocrurale et le creux poplité. Donc, c'est les territoires ganglionnaires superficiels. Pour chaque groupe ganglionnaire, donc, il y a un territoire de drainage. Donc, c'est très important à connaître. Nebdeo la région cervicale. فما une classification des chirurgiens ORL liée à la classification de Robbins اللي باش نقراوها في le cancer du Cavon plus tôt. Donc توا on va être simple, on va juste citer les aires ganglionnaires. Donc نبداو بالaire الاولانيه sous-mentonnière اللي هي G numéro grand 1A في la classification de Robbins. Elle draine la cavité orale. Puis sous-maxillaire ou la sous-mandibulaire اللي هي grand 1B qui draine la cavité orale et en plus la face et les fosses nasales. Puis en arrière, on a l'aire sous-angulo-mandibulaire, il y a J2A في la classification de Robbins, et il y a l'aire sous-digastrique, ou elle jugulo-carotidienne haute. L'autre تحتها donc c'est l'aire 3 ou la jugulo-carotidienne moyenne. Donc هذوما ils drainent le pharynx surtout. Avec علاش le cancer du Cavon il y a plutôt une adénopathie sous-digastrique ou elle jugulo-carotidienne moyenne. Plus en arrière, on a donc les aires occipitales et les fihom sus et rétrospinales, donc liées à l'aire 2B, ou l'autre on dit 5A liées à spinale, et plus en bas 5B liées à cervicale transverse. Donc les aires postérieures à occipitales, ça draine surtout les cuirs chevelus. Ou spinal, ça draine le trapèze. Ou femme à l'aire prétragienne, les pré-auriculaire, ça draine à la fois la face, le cuir chevelu, la parotide et aussi les conjonctives. Par exemple, une conjonctivite herpétique, donc une adénopathie prétragienne. Pour le susclaviculaire, alors, femme à susclaviculaire droit, ça draine le médiastin droit et tout ce qui est bronchopulmonaire. Donc les cancers bronchopulmonaires, plutôt des adénopathies susclaviculaires droit, مش gauche. Et les lymphomes médiastinaux, des adénomégalies profondes thoraciques, ils des adénopathies susclaviculaires aussi droit, مش gauche. Par contre, pour le susclaviculaire gauche, ça draine le médiastin gauche, le médiastin postérieur et les taches sous-diaphragmatiques. Donc la cavité péritoniale, le tube digestif, tout ce qui est rétropéritonéal et tout ce qui est pelvien, donc la prostate, l'utérus et les testicules. Attention, ça ne draine pas la peau, donc ça draine que les organes profonds. Pour le territoire axillaire, ça draine le membre supérieur, les seins et la paroi thoracique
y compris la peau. Donc, là, nous avons une adénite suppurée. Pour le territoire épitrocléen, il dit donc la face interne du coude, ça draine les avant-bras. Donc, surtout les ganglions épitrocléens, fait les pathologies d'inoculation. Attention, par exemple, fait tularimi, fait le griffe de chat. Ou femme à Z a fait syphilis secondaire. Attention, syphilis secondaire, c'est très spécifique, les ganglions épitrocléens. Pour le territoire inguinal, ça draine le membre inférieur, le canal anal et la peau de la région sous-ombilicale. Donc la peau des organes génitaux externes, les grandes lèvres, le périnée et les bourses. Donc le chancre syphilitique y a une adénopathie inguinale. L'herpès génital, une adénopathie inguinale. Donc tout ce qui est vénérien, généralement, y a une adénopathie inguinale. Mais attention, ça ne draine pas les organes génitaux externes. Donc, un cancer des testicules, mais une adénopathie inguinale. Il y a plutôt une adénopathie susclaviculaire gauche. Cancer de la prostate, une adénopathie susclaviculaire gauche. Cancer du col, kif, mais une adénopathie inguinale. À la khatr, tout ce qui est inguinal, ça draine plutôt la peau. Donc, femme en anglais, groin is skin. Donc, tout ce qui est inguinal, ça draine que la peau. Attention, l'urètrite ne donne pas une adénopathie inguinale. C'est pas la peau, l'urètrite. C'est une infection de l'urètre. Tawa physiopathe, alors, quels sont les mécanismes responsables d'une adénopathie? Il y a 5 mécanismes. Le mécanisme le plus fréquent, c'est une prolifération lymphocytaire bénigne dans le cadre d'une réaction immunitaire normale. Donc la maturation des lymphocytes naïfs. Deuxième mécanisme, la prolifération d'un agent infectieux dans le ganglion. Et c'est responsable des adénites suppurées. Troisième mécanisme, la prolifération lymphocytaire maligne dans le cadre des hémopathies lymphoïdes, surtout les lymphomes. Quatrième mécanisme, la prolifération non lymphocytaire maligne dans le cadre des métastases des cancers solides. Et le cinquième mécanisme, c'est l'accumulation des cellules de la lignée granuleuse lors des réactions inflammatoires. Donc c'est un mécanisme inflammatoire, surtout fait sarcoïdose par exemple, fait l'histiocytose. Attention, les maladies de surcharge, une adénopathie, mais qui m'a fait splénomégalie, ne confondez pas. Alors, quelle est la démarche diagnostique donc devant une adénopathie? Il faut donc commencer par l'interrogatoire. D'abord le terrain de Qima Kbira, donc surtout les antécédents, les facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible, donc femme a plusieurs pathologies sexuellement transmissibles, il y a des adénopathies, de toxicomanie aussi, la profession, donc femme a des pathologies professionnelles, hématularémie par exemple pour les chasseurs. Le plus important c'est la date d'apparition. Donc il y a les adénopathies aiguës, les huma aqal min 3 à 4 semaines, et les adénopathies persistantes, voilà, les adénopathies chroniques, plus que 3 à 4 semaines. C'est très important, à la khatr, généralement, les étiologies, ça diffère. Pour les adénopathies aiguës, les étiologies, c'est surtout infectieux. Mais ça peut être aussi une leucémie aiguë ou bien un lymphome qui est agressif. Par contre, pour les adénopathies chroniques, les étiologies sont très diverses. Donc il y a surtout les hémopathies malignes, il y a la pathologie inflammatoire et il y a les infections chroniques ou les infections à germes spécifiques. Donc c'est très important de préciser la date d'apparition exacte. Puis donc il faut préciser l'évolution, la taille surtout. Est-ce qu'il y a une augmentation de la taille? Dans ce cas, c'est en faveur d'une origine plutôt maligne. L'existence d'une porte d'entrée infectieuse dans le territoire de drainage et l'existence de signes associés, surtout des signes généraux, tels que la fièvre, qui peut orienter vers une étiologie infectieuse ou bien une hémopathie maligne, telle qu'un lymphome, voilà, une leucémie aiguë, les sueurs nocturnes, surtout les lymphomes, et aussi la brucellose. Mais attention, la tuberculose ganglionnaire, là, ou matatich des signes généraux, mais qui m'a fait tuberculose pulmonaire. L'amaigrissement, donc les signes B de lymphome. Il y a aussi le prurite qui est très évocateur de la maladie de Hodgkin. À l'examen physique, il faut faire un schéma daté des aires ganglionnaires. Donc pour les adénopathies, il faut préciser le siège, la taille en centimètres
les limites, le caractère isolé ou groupé, la consistance, la sensibilité, la présence de signes inflammatoires en regard, la présence d'une fistulisation, dans ce cas c'est évocateur de la tuberculose ganglionnaire, la mobilité ou fixité par rapport au plan superficiel et profond, et le caractère compressif, bien que les adénopathies superficielles sont rarement compressives, comme les adénopathies profondes. Donc c'est très important, l'examen physique, une orientation très importante. Il faut d'emblée donc faire la part entre des adénopathies qui sont isolées et des adénopathies qui sont généralisées. Donc, l'orientation étiologique, ça diffère. Il y a deux algorithmes différents. Adénopathie isolée, adénopathie généralisée. Vous faites l'examen physique, donc il faut chercher un syndrome tumoral associé, donc une hépatomégalie, une splénomégalie. Dans ce cas, on pense surtout à une leucémie lymphoïde chronique, mais aussi au lymphome, à la leucémie aiguë et maladie de Waldenström. Donc, il y a une splénomégalie associée. Ou LLC dit une hépatomégalie. Le foie est considéré comme un territoire ganglionnaire في LLC, في la classification de Binet. On cherche aussi un syndrome hémorragique, évocateur d'une leucémie aiguë dans ce cas, et un syndrome infectieux en examinant le territoire de drainage. Maintenant, quelles sont les caractéristiques orientant vers une adénopathie d'origine maligne? Donc, c'est un objectif très important. J'ai fait beaucoup de QCR. Alors, il y a des caractéristiques qui sont admises, donc qui sont partagées par tout le monde. Enfin, des caractéristiques, on fait quelques supports et d'autres les. Donc, les caractéristiques communes. D'abord, la persistance, plus qu'un mois. Donc, c'est en faveur d'une origine maligne. La fixité par rapport au plan profond et superficiel. Le caractère indolore et non inflammatoire. La consistance dure, pierreuse. Et femme à Z à l'augmentation rapide du volume. Ça oriente plutôt vers un lymphome agressif. Et aussi la localisation sus-claviculaire gauche. Maintenant, je vais mettre une d'origine maligne. Les adénopathie de Troisier, ou de l'anglais Virchow-Snod, l'adénopathie du Virchow. Donc, ces sont les caractéristiques qui orientent vers une adénopathie d'origine maligne. Attention, le volume en soi-même n'oriente pas vers une origine maligne. Donc, une adénopathie volumineuse n'est pas forcément d'origine maligne. Pour le diagnostic différentiel, donc très important aussi, pas mal de diagnostics différentiels, quel que soit l'aire ganglionnaire. À l'aqal, les نشدوا أربعة. اللي هما lipome par exemple, l'abcès, nodule sous-cutané, sarcoïdose par exemple, les kystes sébacés, les tumeurs bénignes. Voilà les ganglions normaux chez les enfants maigres par exemple. Donc, هذوما أقل حاجة لازم تشدوا أربعة كان يجيو في كروك, donc vous pouvez répondre. Ou femme, donc, selon le territoire. Par exemple, vers région cervicale, un nodule thyroïdien, une hypertrophie des glandes salivaires, un anévrisme carotidien, le glomus carotidien, l'os hyoïde. Donc, il faut apprendre au moins 4. Dans la région axillaire, c'est surtout l'hydrosadénite. C'est une infection d'une glande sébacée, donc tu as une tuméfaction cutanée rouge superficielle qui est sensible et adhérente à la peau. Vous faites la région inguinale, femme à tout ce qui est hernie, inguinale ou la crurale, femme à testicule ectopique chez l'homme, le kyste du cordon, la phlébite de la crosse de Saphène et l'anévrisme fémoral. Donc essayez d'apprendre surtout 4 chaque rubrique. Pour les examens complémentaires, ils sont indiqués devant une adénopathie persistante, généralement supérieure à 3 à 4 semaines, donc une adénopathie chronique. Ou elle, si c'est une adénopathie aiguë, devant des manifestations tumorales, donc par exemple une splénomégalie ou la hépatomégalie associée, il faut demander des examens complémentaires, ou bien des signes accompagnateurs, par exemple un prurite ou des signes généraux. Ou elle a une adénopathie aiguë qui est non expliquée cliniquement. Donc, ma femme une infection évidente fait territoire de drainage. Ou des examens complémentaires, c'est légitime. Et bien sûr, qu'une femme a des polyadénopathies Z. Donc, en première intention, les examens complémentaires, c'est surtout la numération formule sanguine. Donc, l'examen, c'est surtout NFS, un examen. LVS,
LDH et la radiothorax. Donc c'est les 4 examens presque en première intention. En deuxième intention, bien sûr, on a une UDR à la tuberculine, voilà quantiférant pour la tuberculose ganglionnaire, les sérologies, toxo, la VIH, rubiole, la syphilis, la mononucléose, échographie abdominale, voilà un scanner à la recherche des adénopathies profondes, et il y a la cytoponction ganglionnaire, sur laquelle on peut faire une étude cytologique, donc l'adénogramme, voilà, et une étude bactériologique. Il est indiqué si adénopathie persistante, sans étiologie prouvée. Les examens précédents, les de première intention, étaient non contributifs. Et surtout, une étiologie plutôt infectieuse, par exemple une tuberculose ganglionnaire. Par contre, quand on a une étiologie maligne, on a de préférence une biopsie ganglionnaire d'emblée, sans faire donc la cytoponction. Une fois qu'on a donc la cytoponction ganglionnaire, on peut avoir du matériel suppuré. Dans ce cas, c'est une adénite suppurée. On peut identifier la bactérie responsable. Donc, on peut notamment faire le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire uniquement sur la cytoponction. On peut trouver des cellules lymphoïdes anormales. Dans ce cas, on s'oriente vers un lymphome non-Hodgkinien ou des cellules de Sternberg et on s'oriente vers des lymphomes Hodgkiniens. Ou bien des cellules malignes, ou bien de nécrose. Dans ce cas, c'est plutôt des processus malins. Ouakta donc, la cytoponction ne peut pas confirmer le diagnostic. Donc, elle nous oriente à KO. Pour confirmer le diagnostic, il faut faire la biopsie ganglionnaire. À la khater, pour les hémopathies, pour faire le diagnostic exact, il faut une étude immunohistochimique. Ou l'immunohistochimie, mais tu as la cytoponction. Donc, les sur biopsie ganglionnaire. Pour la biopsie ganglionnaire, alors c'est une biopsie chirurgicale. Bien sûr, on va enlever tout le ganglion sous anesthésie locale généralement. De préférence, si on a plusieurs adénopathies, on va choisir l'adénopathie la plus grande et la plus haute. Donc, il faut éviter d'enlever l'adénopathie inguinale. Il y a un risque de lymphorée prolongée. Quand on a une biopsie ganglionnaire, d'emblée, s'il y a un contexte malin, donc on a direct une hémopathie maligne, on a direct une biopsie ganglionnaire. Ou bien, si on a fait la cytoponction, ici le résultat est non concluant, ou si le résultat de l'adénogramme donc oriente vers un lymphome, que ce soit Hodgkinien ou non Hodgkinien. On a une biopsie ganglionnaire et on va faire l'immunohistochimie. Et pour pouvoir faire l'immunohistochimie, il faut congeler les tissus. Donc, l'exérèse chirurgicale, il faut congeler les tissus pour faire une étude immunohistochimie. Pour les étiologies, alors il y a des causes qui donnent des adénopathies localisées et d'autres qui donnent plutôt des adénopathies généralisées. Donc, la distinction très importante. Pour les adénopathies localisées, alors, les causes les plus fréquentes, ce sont les causes infectieuses. C'est surtout les adénites à pyogènes. Voilà les adénites suppuratives, donc astaphylocoque, streptocoque. La porte d'entrée elle est généralement cutanéo-muqueux, que ce soit donc un furoncle, voilà, un panari ou bien une angine en cas des adénopathies cervicales. L'évolution est généralement bénigne, mais attention, ça peut engendrer un adénoflegment. Dans ce cas, il y aura des signes inflammatoires associés. Si on veut faire donc le diagnostic, c'est la cytoponction ganglionnaire qui va montrer donc deux pus et la bactériologie dans ce cas va mettre en évidence l'agent responsable. Mais généralement, donc c'est pas indiqué. Généralement, c'est une adénopathie aiguë qui va se résoudre spontanément. Deuxième étiologie, c'est la tuberculose ganglionnaire. Dans ce cas, il y a notion de consommation du lait non pasteurisé. C'est plutôt une adénopathie cervicale jugulo-carotidienne. C'est une adénopathie froide sans signe inflammatoire, donc pas de signe inflammatoire, bien que isma adénite. Donc n'est jamais suppurée. Néanmoins, la fistulisation, elle est possible. Dans ce cas, trali une cicatrice, isma écrouelle. Pour tuberculose ganglionnaire, il faut savoir que les signes généraux sont généralement absents, mais qui m'a fait tuberculose pulmonaire. Donc pas de sueur nocturne, pas d'altération de l'état général.
Dans ce cas, l'IDR à la tuberculose elle est souvent positive et le diagnostic est confirmé par la cytoponction ganglionnaire qui met en évidence la présence de BK. Donc la biopsie n'est pas systématique pour la tuberculose ganglionnaire. Troisièmement, il y a la BCGite post-vaccinale. Donc t'as plutôt une adénopathie axillaire. C'est généralement 2 à 5 semaines, au maximum 6 mois après la vaccination de BCG, donc chez le nourrisson plutôt. Et c'est une adénopathie qui est dans ce cas plus ou moins inflammatoire. Dans ce cas, c'est une BCGite plutôt bénigne. Donc on ne traite pas. Quatrièmement, la maladie des griffes du chat. C'est une inoculation à Bartonella encephaliae, c'est une BGN, suite à la greffure ou morsure par un chat ou un chien. Donc cette adénopathie, elle apparaît 1 à 2 semaines après l'inoculation. Donc la période d'incubation, elle est longue. Axe pasteurellose. Tant je vois le pasteurellose, période d'incubation, c'est 24 heures au maximum. C'est une adénopathie, dans ce cas, inflammatoire, sensible. Généralement, elle est axillaire, ou à la saat épitrocléenne, ou à la inguinale, inti ou l'inoculation insart. Normalement, ça ne donne pas d'altération de l'état général chez le sujet immunocompétent et elle évolue bien spontanément, sans traitement. Mais attention, chez l'immunodéprimé, ça peut évoluer vers la suppuration. Pour faire le diagnostic, c'est la sérologie de Bartonella encephaliae et on fait la cytoponction ganglionnaire avec PCR. Cinquièmement, la toxoplasmose. Toxoplasmose, donc c'est une étiologie parasitaire. نجم تعطي à la fois des adénopathies localisées qui maintenant نجم تعطي des adénopathies généralisées. Et c'est généralement asymptomatique. Donc les adénopathies, c'est plutôt des adénopathies cervicales postérieures. Pour faire le diagnostic, c'est la sérologie. Il y a aussi donc les autres pathologies d'inoculation, qui tuent la rémie chez les chasseurs du gibier, le rouget du porc et la pasteurellose. Donc pour la pasteurellose, c'est d'origine bactérienne. Comme on a l'incubation elle est courte, 24 heures, suite à la morsure ou greffure d'un chat ou chien, ou lazimha une antibiothérapie, que ce soit décycline ou augmentin, pendant 7 jours. Donc, هذا les étiologies infectieuses. Pour les étiologies malignes, il y a surtout les métastases ganglionnaires. Dans ce cas, le ganglion il est dur, non douloureux et fixé au plan profond et superficiel. Donc surtout les cancers ORL, il y a des adénopathies donc cervicales, ou attention, le cancer du cavum, le mode de révélation aussi surtout les adénopathies cervicales bilatérales. Et c'est surtout le territoire sous-digastrique, sus et rétrospinal et jugulo-carotidien moyen. Tangé dans le en détail le cours du cancer du cavum. Mais bien sûr, femme a aussi les autres cancers ORL. Les carcinomes épidermoïdes, des sujets alcoolo-tabagiques. Le cancer du sein, ça donne des adénopathies axillaires. Les cancers des voies digestives, c'est susclaviculaire gauche, ganglion de Troisier. Et les cancers bronchopulmonaires, c'est qui m'appelle un ganglion susclaviculaire droit. Dans ce cas, ما نعملوش cytoponction qui m'appelle une adénopathie d'allure maligne isolée. Donc on fait directement la biopsie ganglionnaire. Bien sûr, Ken Markinesh, le primitif. Pour les hémopathies malignes, alors le lymphome. Toujours, il faut évoquer le lymphome, que ce soit des adénopathies localisées ou à la généralisée. Il y a le lymphome de Hodgkin, donc c'est surtout l'adulte jeune. La localisation cervicale la plus importante dans 60% des cas. C'est une adénopathie qui est non fixée, qui est dure, non douloureuse, parfois entourée de 2 à 3 ganglions dans le même territoire. Le contexte, il y a les signes généraux, donc les signes B, altération de l'état général, fièvre ondulante, des sueurs nocturnes et surtout le prurite. On peut s'orienter vers la ponction, les cellules de Sternberg, mais c'est surtout la biopsie ganglionnaire qui permet de confirmer le diagnostic par l'étude immunohistochimique. Pour les lymphomes malins non hodgkiniens, la forme clinique est presque comme la maladie de Hodgkin.
mais l'évolution elle est un peu plus rapide. Donc la taille d'adénopathie va augmenter rapidement, peut-être va donner des signes de compression. Et bien sûr, la distinction elle se fait par l'étude immunohistochimique. Donc هذوما les étiologies اللي يعطيو des adénopathies localisées. نتعداو توا les adénopathies généralisées. Donc généralisées à partir de 2 territoires. Donc par exemple, une adénopathie cervicale avec axillaire. Les étiologies, donc il y a d'abord les maladies infectieuses. C'est surtout les infections virales. Donc c'est généralement des adénopathies de petite taille qui sont mobiles, qui peuvent s'associer à une éruption cutanée. Donc surtout le BV, la mononucléose infectieuse, chez les adultes jeunes et les enfants, ça donne une angine fébrile, une asthénie très importante. Les adénopathies cervicales, c'est surtout postérieure, donc spinale, et une splénomégalie. Donc, le syndrome mononucléosique. Le syndrome mononucléosique, c'est une hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire, donc supérieure à 50% en formule. Et au frottis sanguin, on va trouver des lymphocytes activés, lymphoplasmocytoïdes. Donc, ils sont hyperbasophiles stimulés. Attention, il faut les différencier des blastes en cas de leucémie aiguë. Donc, c'est le syndrome mononucléosique. Attention, il y a une relation avec les monocytes. Donc, pour confirmer le diagnostic de la mononucléose infectieuse, c'est la sérologie. Il y a aussi le cytomégalovirus, surtout dans le contexte d'immunodépression, la rubéole et le HIV. Dans ce cas, c'est des adénopathies superficielles persistantes. Donc, هذوما الأربعة ينجموا يعطيو le syndrome mononucléosique ومعاهم زاد التوكسوبلازموز. Même si c'est une infection parasitaire, تنجم تعطي un syndrome mononucléosique اللي قلنا عليه. Deuxièmement, les infections bactériennes. Donc, 3 étiologies bactériennes à apprendre. يعطيو des polyadénopathies. Il y a la brucellose. Dans ce cas, il y a la notion de fièvre sudoralgique. Il y a la syphilis secondaire. Et il y a la maladie de Whipple. Dans ce cas, il y a la notion de diarrhée chronique, des signes neurologiques. Troisièmement, les infections parasitaires, toxoplasmose, qui m'a dit, à la fois des adénopathies localisées ou adénopathies généralisées, un syndrome mononucléosique. Et il y a la leishmaniose viscérale chez les enfants. La triade, donc, c'est une fièvre folle, une pâleur et une splénomégalie. Une pancytopénie. Donc le diagnostic par un frottis de ponction de moelle osseuse colorée au GIMSA. On peut aussi faire la sérologie. Donc, on a des étiologies infectieuses. Pour les affections malignes, donc les hémopathies malignes, d'abord le lymphome hodgkinien, le lymphome de Hodgkin. Généralement, c'est un adulte jeune, ou qui m'a dit les caractéristiques. Le plus important, c'est que NFS est généralement normal. Donc, hyperlymphocytose. Non, généralement, la numération elle est normale. Le diagnostic est posé par la biopsie ganglionnaire. Pour le lymphome malin non hodgkinien, le plus souvent NFS il est normal, les adénopathies sont plus volumineuses, augmentent rapidement de taille et le diagnostic est par la biopsie ganglionnaire avec l'étude immunohistochimique. Il y a la leucémie lymphoïde chronique, le LLC, elle est très importante à connaître l'imagerie. C'est surtout le sujet âgé supérieur à 50 ans. C'est des adénopathies bilatérales symétriques, c'est-à-dire mots-clés. Donc, dès que vous dites adénopathie bilatérale symétrique, vous pensez à la LLC. Et c'est des adénopathies qui sont stables sur des années. Une splénomégalie ou une hépatomégalie qui sont d'ailleurs considérées comme des territoires ganglionnaires selon la classification de Binet. Dans le NFS, il y a donc une hyperlymphocytose très importante, supérieure à 5000. Le diagnostic positif, il est fait par immunophénotypage des lymphocytes circulant par cytométrie de flux. Où l'on a un score à calculer, le score de Matthews, ça doit être supérieur ou égal à 4 pour faire le diagnostic de LLC. Quatrièmement, la leucémie aiguë lymphoblastique. Dans ce cas, c'est un tableau aigu avec une altération de l'état général, un syndrome infectieux, un syndrome hémorragique, donc une pancytopénie في l'NFS,
Ou le frottis, on peut trouver les blasts. Le diagnostic positif, il est fait par immunophénotypage des blasts et par la ponction de moelle, donc le myélogramme. Cinquièmement, la maladie de Waldenström, il faut connaître, c'est une hémopathie lymphoïde qui peut donner des polyadénopathies. Généralement, le diagnostic il est fait par l'EPP qui montre un pic monoclonal à IgM, mais c'est très rare, la maladie de Waldenström. Juste remarque, في LLC, généralement les adénopathies stables, mais s'il y a augmentation rapide, on doit suspecter ce qu'on appelle le syndrome de Richter. C'est la transformation donc LLC vers un lymphome B, agressif, à grande cellule. Troisièmement, les maladies systémiques, donc 10 immunitaires, la sarcoïdose, le lupus, polyarthrite rhumatoïde et le syndrome de Gougerot. Et chez l'enfant, il y a la maladie de Kawasaki, qui est une vascularite. Donc, il y a les 5 étiologies à apprendre. Quatrièmement, il y a les médicaments qui donnent des polyadénopathies. Il y a 3 médicaments à apprendre. Il y a l'identoïne, qui est un antiépileptique, l'allopyrinol, le zylorique, et le captopril. Donc, quelle est la démarche devant une adénopathie généralisée? Il faut d'abord raisonner sur les données de la numération formule sanguine, sur la NFS. Si la NFS elle est normale, donc ça peut être un lymphome, qui m'apprend un lymphome, le plus souvent la NFS elle est normale, tout ce qui est infectieux, les médicaments et les maladies immunitaires. Donc, peuvent cadrer avec des polyadénopathies avec NFS normale. Qui est de l'NFS pathologique. Donc pathologique, beige pathologique, soit il y a une hyperleucocytose, bien sûr majeure. Dans ce cas, on doit faire un frottis sanguin. Allez, dans ce cas, ça peut être des blasts, les traitent comme étant des globules blancs, le NFS. Donc dans ce cas, si on trouve des blasts, le frottis sanguin, c'est une leucémie aiguë. Il faut faire le myélogramme. Ou bien on trouve une pancytopénie. Dans ce cas, c'est kiff, on doit faire le myélogramme pour ne pas passer à côté d'une leucémie aiguë. Et on peut trouver Z une hyperlymphocytose. Donc des lymphocytes supérieurs à 5000. Dans ce cas aussi, on doit faire un frottis sanguin. On peut trouver un syndrome mononucléosique, donc des lymphocytes hyperbasophiles stimulés. Dans ce cas, les 5 étiologies, la mononucléose infectieuse, VIH, rubéole, toxo ou la CMV. Ou bien pas de syndrome mononucléosique. Dans ce cas, c'est un syndrome lymphoprolifératif. Donc, on trouve tout simplement des lymphocytes matures. Dans ce cas, c'est une LLC. On doit confirmer le diagnostic par un immunophénotypage des lymphocytes circulants qui marque le score de Mathieu test doit être supérieur ou égal à 4. Remarque très importante, attention, l'aplasie médulaire, là, il m'attache des adénopathies. Le myélome multiple, Z, m'attache adénopathie. StudyGate, Digital Learning Technologies.